Bien. Le chiffre des spectateurs s'étant stabilisé, je vous propose de démarrer. Tout d'abord, merci Evelyne et Christine d'être présentes toutes les deux. Donc moi, je suis responsable du service Info Écoute et responsable du programme Pas à Pas avec Parkinson, en particulier des activités destinées aux personnes nouvellement diagnostiquées, dont on va pouvoir particulièrement parler aujourd'hui. Le webinaire se terminera à 17 heures. On va commencer par un temps de présentation et d'interaction entre Christine et Evelyne. Et puis, nous prendrons donc une partie de notre présentation avant 17 heures pour que vous puissiez poser vos questions. Pour ce faire, vous avez un espace en bas qui s'appelle Q&R, et vous pouvez aussi nous contacter directement dans le chat. Nous prendrons les questions qui sont en lien avec le sujet, bien entendu. Donc, merci toutes les deux d'avoir accepté d'être présentes et d'animer ce webinaire. Evelyne, est-ce que je peux te laisser te présenter, puis Christine te présenter dans la foulée? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Evelyne Englebert. J'ai bientôt 68 ans et j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans et demi. J'ai suivi un traitement 8 mois après, voilà. Et puis, j'ai fait la formation pour être patient ressources Parkinson. Donc voilà, j'écoute les nouveaux diagnostiqués le mieux possible. Super, merci beaucoup Evelyne. Christine? Oui, bonjour à tous et merci en particulier à Alix de m'avoir invité à faire ce webinaire avec vous et avec France Parkinson. Donc moi, je suis Christine Moharin, je suis kinésithérapeute du centre expert Parkinson à l'hôpital Purpan de Toulouse. Et dans ce cadre-là, donc je vois des personnes qui me sont envoyées par les neurologues pour faire une évaluation en kinésithérapie de façon à optimiser la prise en charge libérale pour les patients qui sont atteints de maladie de Parkinson. Super, merci beaucoup à toutes les deux. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter très rapidement donc le programme Pas à Pas avec Parkinson pour ceux qui le découvrent. Alors, est-ce que vous êtes c'est en mode présentateur là? Vous voyez des commentaires sur le côté ou pas? Oui, on voit les commentaires à droite. Voilà, c'est bon comme ça. Ce webinaire il s'inscrit dans le cadre du programme Pas à Pas avec Parkinson, et en particulier le volet destiné aux personnes nouvellement diagnostiquées. Ce programme, c'est un programme d'information, de formation et d'accompagnement des personnes malades de Parkinson, du diagnostic tout au long de la vie avec la maladie. Et nous avons différentes propositions pour les personnes, notamment nouvellement diagnostiquées. Donc, comme Evelyne nous en a parlé, nous avons la possibilité de proposer 1 à 3 entretiens téléphoniques avec un patient ressource, donc il y a un bénévole formé et accompagné. On propose des groupes de parole en vidéo. Donc, je vous ai mis les contacts et à la fin de la présentation, on vous remettra la slide avec les contacts, donc pour le temps de les prendre. On a aussi un module de e-learning spécifiquement destiné aux personnes nouvellement diagnostiquées. La chaîne YouTube avec les replays des webinaires précédents. Donc, on a déjà 3 webinaires qui sont en ligne. Si ça vous intéresse d'aller les regarder, et puis celui-ci sera disponible. Et puis, on a aussi une proposition de soutien financier pour un soutien psychologique. Et là, les démarches pour se renseigner et faire le nécessaire, c'est auprès de notre service d'écoute. Hop, j'arrête le partage d'écran. Et donc, avant de démarrer, nous, on avait envie, que ce soit Evelyne, Christine et moi, de vous proposer un petit questionnaire pour voir un petit peu où vous en étiez sur cette question-là de la rééducation en kiné au début de la maladie. Donc, normalement, vous avez le sondage qui vient d'apparaître à votre écran et je vous laisse y répondre à nos spectateurs. Et puis, quelques minutes, vous le lisez. Et puis, on partagera après les résultats. Et Christine, peut-être tu pourras nous dire déjà si on est dans les tendances et comment peut-être ta présentation va répondre aux questions.
Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous rappelle que pour nous poser des questions, c'est dans le chat, mais plutôt dans la partie QR qui s'affiche tout en bas de votre écran quand vous passez votre souris vers le bas. Donc, très bien, je vois qu'on a déjà des personnes qui sont en train de répondre. C'est que ça fonctionne. On va laisser encore quelques minutes. Donc, on va laisser une petite minute pour les dernières personnes. Il y a plusieurs questions, donc pensez bien à scroller quand vous descendez, pour descendre, pardon. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne voient pas les éléments pour le coup, j'ai pas la main sur ça. Ça doit s'ouvrir dans une autre fenêtre. En tout cas, on va partager les résultats et vous pourrez aussi vous positionner mentalement à ce moment-là, mais merci de nous avoir signalé. Hop, voilà, mais est-ce que tout le monde a répondu? Allez, dernière seconde. Allez. Alors, normalement, vous voyez afficher les rires. Il n'y a pas de réponse correcte. On n'a pas sélectionné la réponse correcte. Est-ce que, Christine, vous voyez les résultats qui sont affichés? Non, Je ne vois pas les résultats. Je non, vois les c'est- questions. oui, moi aussi. Et avec une barre bleue de réponse? Non. Non. Voilà. Tu peux nous, peut-être Alix, tu peux nous le donner, les réponses? Oui, effectivement, on va faire comme ça. La première des questions, c'est le kiné est-il un professionnel nécessaire dans le parcours de soins de la maladie de Parkinson? À 91%, nous avons un oui. Donc le oui l'emporte. Et je pense que la présentation va nous confirmer dans cette voie-là. Quel pourcentage? J'ai pas entendu. 91%. Pensez-vous, deuxième question, qu'il est nécessaire de suivre des séances de kiné régulièrement depuis le début de la maladie de Parkinson? Même pourcentage de réponse, 91%. La réponse est oui. Et donc, je pense que la présentation va être très intéressante sur cette question-là particulièrement. La question 3, pensez-vous que l'activité physique soit nécessaire pour la prise en charge de la maladie de Parkinson? Et là, nous avons un taux de réponse de 100% pour le oui. Du coup, va aussi nous confirmer certaines tendances. Avez-vous augmenté votre niveau de pratique d'activité physique depuis l'activité physique? Et là, on a aussi un taux de réponse de 100%, qui est très intéressant par rapport au sujet que tu vas pouvoir évoquer aussi. Question 5, pensez-vous qu'être actif dans la journée est considéré comme une activité physique adaptée à la maladie de Parkinson? Alors là, les résultats sont presque à égalité, un 57% pour le oui et un 43% pour le non. Donc là, on est presque dans du 50-50. Et donc, pour démarrer, je vais te lancer la balle, Christine, et je pense que peut-être cette question est le démarrage de ta présentation sur l'activité physique. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, la question, est-ce que la kinésithérapie, l'intitulé exact, c'était, parce que je ne l'ai plus la question. Oui, alors est-ce que la kinésithérapie est préconisée en début de maladie? Donc, en début de maladie, la kinésithérapie n'est pas forcément quelque chose
qui est recommandé pour tout le monde. Donc, je sais que Evelyne, vous faites de la kiné dès le début de la maladie. Oui, mais j'en faisais déjà avant. Voilà, donc il y avait une continuité entre avant le diagnostic et après le diagnostic. Le diagnostic de maladie de Parkinson n'implique pas du tout de commencer de la rééducation chez un kinésithérapeute dès le début du diagnostic de la maladie. D'une façon générale. Il peut arriver que le médecin généraliste considère qu'il y a un point très particulier qu'il faut travailler et que cela dépend d'un kinésithérapeute, auquel cas, effectivement, il proposera au patient d'aller voir un kinésithérapeute pour quelque chose qui soit ciblé et sur un temps court. Par exemple, une dizaine, une quinzaine de séances qui soient vraiment ciblées sur un élément particulier et qui gênent le patient à ce moment-là. Mais en aucun cas, ce sera une prise en charge au long cours, d'une façon régulière, dès le début de la maladie de Parkinson. Voilà, donc j'ai un petit peu les scores qui étaient de 91% qui disaient début de kinésithérapie synchronisée avec le diagnostic. Ce n'est pas la tendance actuelle, ce ne sont pas les recommandations médicales ni paramédicales. Et donc, quelles sont les recommandations? Alors justement, je pense que ce que je te propose, c'est Christine, que tu te lances dans ta présentation. Ça nous permettra sans doute d'éclairer un peu plus D'accord. les réponses aux Donc, questions. je partage l'écran maintenant, Alix? Oui, je t'en prie. Alors, mon ordinateur est un petit peu lent. Vous me dites si vous le voyez. Il est en train d'arriver. Il est en affiché. Il n'y a plus qu'à passer en mode. Je suis en train de passer en mode présentation. On a testé juste avant, donc ça fonctionne, rassurez-vous, ça prend juste un petit peu de temps. Donc, on parlait de la kinésithérapie, mais moi, je voudrais également vous parler de l'activité physique, puisque je viens de vous dire que la kinésithérapie n'est pas de façon habituelle, systématique en début de maladie de Parkinson. Par contre, l'activité physique, elle est absolument obligatoire, excusez-moi du terme, mais elle est vraiment à faire de façon régulière, et ce, dès le début de la maladie de Parkinson. Donc, la kinésithérapie, j'en donnerai un mot sur comment et quoi faire plutôt en fin de présentation. Je vais vraiment insister sur l'activité physique qui, je vous le disais, est quelque chose d'important, et ce, dès le début du diagnostic de la maladie de Parkinson. On aurait fait cette présentation il y a 15 ans, je n'aurais pas eu le même discours. Mais les choses ont changé. Il y a beaucoup d'études qui se font maintenant sur l'activité physique en lien avec la maladie de Parkinson, et ça change radicalement les choses. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a une maladie de Parkinson? Il y a des symptômes qui sont visibles, d'autres qui ne sont pas visibles. C'est ce qu'on appelle des symptômes non moteurs. Et parmi ces symptômes non moteurs, il y en a un qui s'appelle la désadaptation à l'effort. La désadaptation à l'effort, ça veut dire que faire un effort quand on a une maladie de Parkinson, c'est plus difficile que quand on n'a pas de maladie de Parkinson. Mais de ce fait, quand on a cette désadaptation à l'effort, ça veut dire que bouger, c'est plus difficile. Ça veut dire que l'exercice physique, il est plus difficile pour quelqu'un qui a une maladie de Parkinson que quelqu'un qui n'a pas la maladie. Et du coup, si on ne fait pas d'exercice physique, on ressent de la fatigue, d'autant plus qu'on ne fait pas d'activité physique, comme le tout venant qui ne fait pas d'activité physique, qui, d'un niveau général, se sent plus fatigué s'il ne fait pas de maladie de Parkinson. Et cette fatigue est encore plus présente du fait de la maladie. Cette fatigue présente, elle fait qu'on fait encore moins d'activité, et faisant encore moins d'activité, ça ancre la désadaptation à l'effort, et c'est vraiment le cercle vicieux qui fait qu'on fait de moins en moins d'activité physique et qu'on est de plus en plus fatigué.
Comment contrer ce cercle vicieux avec un cercle vertueux? Donc, la maladie de Parkinson, effectivement, elle fait des adaptations à l'effort, ça c'est une réalité. Mais si on commence à bouger davantage, si on se force à commencer à faire de l'activité physique, à ce moment-là, on peut faire un réentraînement à l'effort régulier. Ce réentraînement à l'effort régulier, plus on en fait et moins l'effort pour faire l'activité physique est compliqué. Donc, c'est de plus en plus facile de faire ce réentraînement à l'effort. C'est comme si le niveau de base de la personne remontait et la personne devient de plus en plus efficace pour bouger et de moins en moins fatiguée. Des études ont montré que ce réentraînement à l'effort, et là je parle bien excusez-moi, j'ai dû appuyer sur une touche. Je parle bien d'activité physique. Cette activité physique régulière, il a été prouvé qu'elle améliore la marche, la posture et l'équilibre. Avec ce réentraînement à l'effort, on a aussi moins de fatigue. Et comme on a moins de fatigue, on bouge plus, on a plus d'activité. Et de ce fait, on est moins fatigué et c'est vraiment le cercle vertueux. Donc, il est vrai que les 6 premières semaines à peu près, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment se forcer pour rentrer dans le réentraînement à l'effort régulier sans en attendre forcément de ressenti avant 4 à 6 semaines. Ça, c'est important parce que vous pouvez vous dire, allez, je me suis mise à faire de l'activité physique, ça fait 3 semaines que j'y suis et je ne ressens pas assez de bénéfices. C'est parce qu'il faut attendre bien 4 à 6 semaines et à ce moment-là, vraiment, le niveau de base sera remonté et de façon plus régulière, vous vous sentirez moins fatigué et plus actif. Il est même arrivé qu'on ait des patients qui nous disaient que faisant davantage d'activité physique, ils se sentaient presque comme plus malades. Alors, tout le monde ne dit pas ça, mais pas mal de personnes qui se sont mises à l'activité physique alors qu'ils n'en faisaient pas auparavant nous ont exprimé qu'ils se sentaient beaucoup moins malades. Alors, il y a des preuves scientifiques de l'efficacité de l'activité physique sur la maladie de Parkinson. Ces preuves scientifiques, c'est d'abord que lorsqu'on fait une activité physique en continu, à partir de 20-25 minutes d'activité physique en continu, eh bien, on a une libération de dopamine. Vous savez que la maladie de Parkinson, c'est un manque en dopamine dans le cerveau. Et le fait de faire de l'activité physique, eh bien, ça favorise la libération de dopamine. Alors ça, ce n'est pas propre aux personnes qui ont une maladie de Parkinson, c'est pour tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas de maladie de Parkinson. À partir de 20-25 minutes d'activité physique, on libère tous de la dopamine supplémentaire. Sauf que les gens qui ont une maladie de Parkinson, eh bien, ils ressentent cette libération de dopamine sur la diminution des symptômes parkinsoniens. Donc, c'est quand même intéressant, vous voyez. L'exercice, elle favorise la neuroplasticité. Ça veut dire que dans le cerveau, les cellules qui sont voisines des cellules dopaminergiques, eh bien, elles aident un petit peu à renforcer les cellules qui fabriquent de la dopamine. Et l'exercice physique libère des facteurs neurotrophiques qu'on appelle des GDNF. Bon, ce sont des facteurs qui sont dans le cerveau. En fait, on a pris des modèles animaux expérimentaux de maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'on a pris en fait des souris ou des rats et on a pris deux groupes de rats que l'on a rendus parkinsoniennes en mettant des toxiques. Et on a mis des souris dans une cage classique et on a mis d'autres souris dans des cages qui avaient des roues. Et les souris dans les cages avec les roues se mettaient à faire de l'activité physique puisqu'elles tournaient sur la roue de façon très, très importante. Et puis, au bout d'1 mois, on a tué les rats. Voilà. Et on a compté les neurones qui fabriquaient de la dopamine. Et dans tous les rats qui ont fait de l'activité physique, il y avait plus de cellules qui fabriquaient la dopamine que dans ceux qui n'avaient rien fait. Ça veut dire que
l'exercice physique, elle a un effet qui est neuroprotecteur pour les neurones dopaminergiques. Donc, le fait de faire de l'activité physique, vous vous rendez compte, ça protège les neurones qui fabriquent de la dopamine, qui vont de ce fait se dégrader moins rapidement que les personnes qui ne font pas d'activité physique. D'autres études ont montré que l'exercice physique plutôt intense était corrélé avec une plus grande aggravation de la marche, de la stabilité posturale, des chutes et des activités de la vie quotidienne. AVQ, ça veut dire activité de la vie quotidienne. Donc, les personnes qui ont une maladie de Parkinson et qui font de l'activité physique d'un niveau moyen à soutenu, eh bien, ces personnes-là ont un ralentissement de la progression de la maladie. C'est des études qui ont été faites sur un temps long d'environ 3 ans, avec des personnes, cette fois, des vraies personnes, hein, pas des modèles animaux. Et au bout de 3 ans, les personnes qui s'étaient astreintes à faire une activité physique régulière et d'un niveau moyen à soutenu, eh bien, ces personnes-là avaient moins besoin d'augmenter les traitements dopaminergiques que les personnes qui n'avaient pas fait d'activité physique. C'est bien la preuve que, y compris chez l'homme, comme chez le modèle animal, l'activité physique est protecteur des neurones dopaminergiques. Et enfin, il a été prouvé, alors vraiment de façon extrêmement internationale, que la pratique régulière d'une activité physique améliore la qualité de vie des personnes. Donc, il y a vraiment tout intérêt à faire de l'activité physique. C'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire de l'activité physique, au début, c'est un peu difficile, mais tenez bon pour au moins 6 semaines et vous verrez qu'au bout de 6 semaines, vous serez différent de 6 semaines auparavant. Evelyne, est-ce qu'éventuellement tu veux déjà rebondir sur cette première partie et de la nécessité, en fait, surtout au début de la maladie, de mettre en place de l'activité physique? Est-ce que ton partage d'expérience et puis des rencontres que tu as pu faire dans le cadre de pas à pas? Oui, c'est-à-dire que bon, moi, je faisais déjà un petit peu d'activité physique. Et c'est vrai que dans mon cas particulier, j'avais déjà des séances de kiné qui se sont adaptées à la nouvelle pathologie, en fait, hein. Et effectivement, si on a le courage quotidiennement de pratiquer, enfin, je sais pas, par exemple, des exercices de Qigong ou bien de la natation, ou bien, voilà, effectivement, on se sent mieux. Ça, c'est... Mais le plus difficile, en fait, c'est d'avoir le courage journalier de s'y mettre. Voilà. C'est ça le nœud de l'affaire. Ouais. Ouais. Et justement, Christine, pour rebondir sur ce point de qu'est-ce qui peut aider dans le choix de l'activité physique pour que le courage soit là, sur ce que la suite, effectivement, tu nous parles, je crois, de plaisir dans l'activité. Oui, c'est ça. Mais comment pratiquer une activité physique et surtout, ce que disait Evelyne est très important, c'est d'arriver à le maintenir dans le temps. Cet effort d'activité physique qui devient finalement une vie, c'est un peu une nouvelle vie, une vie normale avec la présence d'activité physique de façon très régulière. Mais pour ça, il faut vraiment choisir une activité qui plaise. C'est le premier point. Cette activité qui plaît, c'est à vous de la choisir, mais ça peut être une activité en groupe, ça peut être une activité individuelle, peu importe, mais c'est une activité peut-être que vous avez fait auparavant dans votre adolescence ou qui vous plaisait, que vous auriez pourquoi pas envie de refaire maintenant. Et ça nécessite une certaine organisation, notamment de vous-même, puisqu'il vous faut vous programmer dans votre semaine un temps d'activité physique, mais également pour votre entourage. Votre entourage doit comprendre que l'activité physique, pour vous, c'est quelque chose qui est important. C'est quasi aussi important que de prendre vos médicaments. Et donc, eh bien, soit les personnes de votre entourage peuvent vous accompagner dans la pratique de l'activité physique, soit si c'est de la marche, par exemple, ou vous conduire en voiture si c'est un peu loin, ou alors vous réservez un temps qui ne doit être que pour vous.
Par exemple, si vous avez l'habitude de garder vos petits-enfants, mais que le cours de gym, il est le mardi soir de 18 à 19 heures et que c'est l'heure à laquelle vous gardez les petits-enfants habituellement, et bien peut-être que quelqu'un d'autre peut garder les petits-enfants parce que vous devez aller à votre activité physique et c'est important pour vous. Mm. Choisissez ce qui vous plaît, parlez-en aussi autour de vous pour que votre entourage arrive à organiser votre libération de temps, je ne sais pas comment je peux m'exprimer, pour vous permettre de pratiquer régulièrement. Oui, moi, ce que je pratique régulièrement, mais ça n'est pas intensité moyenne à soutenue, c'est des exercices de Qigong qui sont très doux, très lents. Et quand j'ai fait une demi-heure, si je fais une demi-heure tous les jours, je suis vraiment bien, quoi. Mais ça n'est pas très, enfin, comment dire, ce n'est pas très physique. Alors dans ce cas, On il y va a, y revenir sur cette question-là, mais je crois que, Evelyne, je t'ai vu réagir sur ce que disait Christine sur la programmation dans son Oui, oui, agenda. voilà, c'est vraiment, il faut l'intégrer dans la journée parce que sinon, le temps passe dans la journée et puis finalement, on arrive le soir, on l'a pas fait, quoi. Donc, Mm. faut vraiment, voilà, s'organiser. Mm. et donc vous, Evelyne, vous avez ce temps libéré pour aller à votre Qigong régulièrement. Je le fais moi-même, toute seule. Et vous avez votre entourage qui accepte de vous laisser tranquille le temps de faire Et, cette activité. oui, j'ai pas trop d'entourage, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, ce que tu décris et qui est pas simple dans la maladie de Parkinson, c'est que tu as intégré ça dans ta routine. Oui, C'est devenu comme les gens qui méditent tous les matins, comme le fait de se brosser les dents. Finalement, ça fait partie de ta routine quotidienne. oui. Et une routine et la motivation, c'est pas simple dans la maladie de Parkinson. Donc ça, effectivement, c'est un exemple d'une des manières de procéder. Mais pour en revenir, pour avancer, Christine, ce que tu disais, parce que les recherches sont assez claires sur ce point-là, Oui, c'est donc absolument. en C'est un- termes de durée, d'intensité et de fréquence. Mm. Voilà, toutes les études qui sont faites, mais de façon internationale, en ce qui concerne l'efficacité de l'activité physique sur les personnes qui ont une maladie de Parkinson, c'est toujours au moins 45 minutes en continu. Ça veut dire que ça doit être une activité que l'on peut tenir 45 minutes. Il y a augmentation de la fréquence cardiaque, il y a augmentation du souffle et il y a augmentation de la transpiration. Ce sont les trois éléments qui vous permettent de savoir que votre intensité d'activité physique est suffisamment soutenue pour être efficace pour votre maladie. Mais comme j'ai mis le petit texte à droite, il ne faut pas non plus être dans le rouge. Être dans le rouge, ça voudrait dire que l'intensité est telle qu'on ne peut même plus parler. Et là, ça voudrait dire que c'est un peu trop fort. Et si c'est un peu trop fort, on risque de passer une mauvaise nuit. On risque d'avoir des crampes, d'avoir des dystonies dans la nuit, peut-être des courbatures le lendemain. Et du coup, le lendemain, on ne fait plus d'activité physique parce que ce n'est pas agréable. Et de ce fait, on est moins efficace que si on avait été un peu moins fort. Mais moi, ce que je pratique dès que je peux, c'est l'aquagym, parce que là, effectivement, l'intensité est assez soutenue quand même dans les cours d'aquagym. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est moins fatigant que si c'était 45 minutes de vélo elliptique, quoi. Je fais aussi du vélo elliptique, mais du tapis de marche. Mais la, ouais, la piscine, c'est vrai que c'est plus agréable, enfin, en ce qui me concerne. Alors, chacun est différent, effectivement. Donc, ce qui plaît à Evelyne, l'aquagym, c'est très, très bien, mais il faut aimer l'eau. Et effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait d'un niveau intense à soutenu, l'aquagym, Euh, avec la résistance de je l'eau. précise que c'est en eau de mer chauffée, hein, donc là où je vais, donc c'est très agréable. J'ai marqué que c'était une activité aérobie. Aérobie, ça veut dire que la respiration et l'air que l'on prend suffit à alimenter les muscles pour l'effort qu'on leur demande de faire. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de crampes ni d'acide lactique et de courbatures le lendemain. Si on va trop fort et qu'à ce moment-là, ça devient une activité anaérobie, ça veut dire qu'on ne peut plus apporter assez d'oxygène aux muscles
Et c'est là que, du coup, le lendemain, on peut avoir Mm. des courbatures, mais également des crampes dans la nuit. Oui. Donc, c'est à chacun de déterminer et de trouver quel est le niveau d'activité pour pouvoir tenir un temps un petit peu long, 45 minutes quand même, mais de pouvoir tenir 45 minutes en étant d'une intensité moyenne à soutenir. Les études également recommandent toujours 3 à 4 fois par semaine parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 1 jour d'interruption entre 2 jours d'activité. Ce qui fait qu'un jour d'activité, un jour sans activité, un jour avec, un jour sans, ça permet d'avoir une répartition sur la semaine. Et une activité physique se termine par des étirements, qu'on appelle des étirements post-activité physique, de façon à limiter aussi tout ce qui est acide lactique et contracture. Alors, j'insiste sur la dernière phrase, qui est de faire un test d'effort préalable auprès d'un médecin. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire une activité physique, et même celles qui ont l'habitude, mais qui n'ont pas fait de test d'effort depuis 2 ans, on recommande vraiment d'aller faire un test d'effort de façon à vérifier qu'au niveau cardiaque, eh ben, l'effort puisse se faire dans de bonnes conditions. Ça, c'est pas le Parkinson, c'est pour tout le monde, mais c'est aussi pour les personnes qui ont une maladie de Parkinson. Moi, ce que je voulais dire, c'est que au démarrage du diagnostic, le problème que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de mal à me redresser, à me tenir droite. J'avais le haut du dos qui partait complètement vers l'avant. Et donc, on a beaucoup travaillé ça au départ, et maintenant, au bout d'un an et demi, 2 ans, maintenant, c'est plus un problème en fait. Donc là, pour le coup, le kinésithérapeute a été utile pour ce travail-là, parce que peut-être que toute seule, j'aurais pas fait les exercices corrects, je ne sais pas. Vous avez raison, Evelyne, c'était bien un objectif ciblé. Oui, Et c'est la raison pour laquelle vous êtes allé voir ce kiné pour faire un travail bien ciblé. On va le voir. oui. Mais Oui, parce que on va y revenir sur la kiné, hein. Là, pour l'instant, on est vraiment sur l'activité physique parce que oui. on démarre par ça, mais on pourra en rediscuter sur la suite. Donc là, ce que tu nous présentes, Christine, je crois, c'est comment faire une bonne séance de sport. Voilà, donc une séance d'activité physique, mais pour tout un chacun, y compris pour les personnes qui ont une maladie de Parkinson. Donc pour le Parkinson, par contre, on a dit que ça devait durer 45 minutes. Elle commence toujours par un échauffement de 5 minutes. Ensuite, il y a une phase de travail, c'est-à-dire une phase qui est plus intense et que chacun met à l'intensité qu'il peut faire. Et ensuite, il y a une phase de récupération qui dure 5 minutes. Donc, avant de finir une activité physique, pensez bien à réduire de façon importante l'intensité de l'activité physique pour cette phase de récupération. Et ensuite, si c'est du vélo, par exemple, vous pouvez descendre du vélo et faire des étirements. On considère que seulement après les étirements, la séance d'activité physique est terminée et vous pouvez aller à la douche. Ça, c'est tous les entraînements de sport et d'activité physique se font de cette façon-là. Échauffement, phase de travail, phase de récupération, étirement. Du coup, si on enlève 20 minutes ou 45 minutes, Ça fait 30 minutes. et Donc. ça fait 30 minutes d'activité intensive et soutenue. Absolument. Absolument. Je disais tout à l'heure que la sécrétion de dopamine était présente à partir de 20-25 minutes d'activité physique régulière en continu. Et ça se retrouve dans ce schéma-là, puisque la phase de travail, c'est là qu'elle déclenche la sécrétion de dopamine supplémentaire. Et l'échauffement et la phase de récupération ainsi que les étirements permettent aux muscles et au cœur de s'adapter mieux à l'activité physique. Oui. Evelyne, comment se passe votre parcours d'activité physique? Je trouve que du coup, j'en fais pas assez. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait 10 minutes de vélo elliptique et encore, même pas en continu, je fais des micro-pauses, quoi.
Et puis 10-15 minutes de tapis de marche. Ben, honnêtement, je suis déjà au bout de ma vie, quoi. Donc, je me dis qu'il va falloir que j'accélère un peu. Mais bon, Alors, 10-15 minutes de vélo suivi de 10-15 minutes de tapis de marche, on arrive quasiment à 30 minutes. Eh bien, après, figurez-vous que 30 minutes, c'est mieux que rien. Donc, ça oui. veut dire que ce que vous faites, c'est bien. Et ce qu'il y a, c'est que je fais des micro-pauses, quoi, parce que vélo elliptique, je ne peux pas. Je m'arrête je m'arrête 15-20 secondes toutes les 2 minutes, quoi, à peu près. Je fais des micro-pauses parce que, voilà. Parce que c'est lassant ou parce que c'est Pas la- fatigant? Excusez-moi. C'est pas la force. J'ai trop mal dans les jambes. Enfin, D'accord. Alors, la résistance que vous pouvez mettre, c'est vous qui la déterminez. J'ai oui, jamais dit que la phase de travail devait d'emblée être hyper puissante à la Arnold Schwarzenegger. Ça, certainement pas. Par contre, c'est vrai que la durée, même si l'intensité n'est pas très importante, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait, c'est bien. Si on ne fait pas 45 minutes, bien entendu, au début, on ne fait pas 45 minutes, mais si on fait déjà 10 minutes, eh bien, on peut être satisfait de ce qu'on a fait. Il oui. faut en être satisfait. Essayez de mettre ça 3-4 fois par semaine et c'est bien. C'est, Progressivement, euh, vous arriverez à augmenter le temps. en même temps, j'essaie de résoudre un problème de tendinite du moyen fessier, en fait, une tendinite de hanche. Et en fait, c'est ça qui me gêne pour le vélo elliptique et le tapis de marche, parce que ça fait mal, évidemment. Enfin, je le fais quand même, parce que finalement, quand je le fais, ça va pas plus mal. Enfin, donc, voilà. Je pense que une fois que ça sera réglé, si ça peut se régler, bon, bah, ça sera déjà plus facile, quoi. Hein. Alors, vous qui allez chez un kiné, je vous encourage à poser la question à votre kiné. Du fait de la tendinite, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire à l'issue de mon activité physique? Moi, je vous dirais de faire les étirements, en particulier de la zone qui a la tendinite, et Oui, de mettre de la glace oui, tous les matins. après l'activité physique. De D'accord. mettre de la glace après les étirements et après l'activité physique. Je commence la journée avec de la glace sur les hanches, juste. Et j'avais pas pensé à le faire après l'activité C'est physique. vrai, c'est le moment qui D'accord. est sûrement le plus important. Oui. Et bon, bien sûr, j'ai fait des infiltrations, machin, tout ça. Bon, donc, ça favorise pas enfin, ça facilite pas. Voilà. C'est pour ça que du coup, l'aquagym est beaucoup plus agréable parce que Certainement. l'eau, je ne souffre pas, en fait. Donc voilà. Pensez à la glace, Eveline. D'accord, j'y penserai. Alors, tout à l'heure, Alix, tu me demandais quels sont les exemples d'activités physiques qu'on peut faire. Donc, c'est celle qui plaît en priorité. Donc, Evelyne, c'est l'aquagym, bien sûr. Oui. Ce qui est classique, c'est la marche rapide, c'est la marche nordique, qui est une excellente façon d'être plus intense et également de travailler le haut du corps avec les bâtons. C'est vraiment une très bonne pratique. Pour ceux qui font un footing et qui ont toujours eu l'habitude de faire du footing, ben continuez vos footings. Pour ceux qui font du vélo, continuez le vélo, du vélo de route, du vélo également à assistance électrique, parce que c'est quand même, il faut quand même bien pédaler, de vélo d'appartement si on veut. Et puis France Parkinson propose également beaucoup d'activités qui sont très sympathiques et qui ont fait leur preuve dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui avaient une maladie de Parkinson. Hein. Dans notre région, je sais qu'il y a du ping-pong, il y a de la boxe, il y avait du tango, enfin, il y avait la marche nordique aussi. C'est vraiment, il ne faut pas croire qu'on s'enquiquine quand on fait une activité physique pour sa maladie de Parkinson. Faites-vous plaisir avant tout et choisissez des choses soit que vous voulez essayer, des choses un peu fun, parce que le ping-pong, c'est vraiment très bien. Si ça vous plaît, si vous préférez la boxe, c'est la boxe. Et France Parkinson, j'insiste, Alix, peut-être, vous saurez donner plus de détails, mais ça a Alors, vraiment fait la preuve dans l'amélioration de la qualité de vie. la Alors, plupart de nos comités départementaux proposent des activités physiques. Maintenant, il n'y a pas de comités départementaux en proximité de tout le monde.
Donc, dans ces cas-là, c'est pas parce que France Parkinson n'en propose pas qu'il n'y en a pas du tout proche de chez vous. Donc, on vous invite vraiment à regarder ce qui se fait aussi ailleurs, les communautés de communes, vos mairies, tout le cercle associatif qui peut proposer ce type d'activités qui sont proposées localement, hein, de sortir aussi du cadre de France Parkinson. Donc, voilà, là, il va falloir qu'on avance aussi un petit peu, Christine, parce qu'on a déjà parlé D'accord. beaucoup de l'activité physique et je crois que on était là pour parler de la kinésithérapie. Absolument. Alors, du coup, l'activité physique, c'est indispensable, mais alors pourquoi faire de la kiné? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Donc, la cible qui est à gauche, ça veut bien dire que la kinésithérapie, lorsqu'elle est demandée par un médecin en début de maladie de Parkinson, c'est parce qu'il y a un élément qui est ciblé et une gêne qui est ciblée chez la personne. Evelyne, tout à l'heure, vous parliez effectivement de cette posture. Hein, c'est ça, des épaules qui est un petit peu se courber vers l'avant et pour lequel, effectivement, c'est la kinésithérapie qui est le plus justifiée et le plus utile dans ce cas-là. Le petit calendrier qui est marqué comme image, il vise à vous montrer que les rendez-vous chez le kiné sont réguliers. Ça vous permet à vous d'avoir ces rendez-vous chez le kiné et puis on ne peut pas y déroger parce qu'on a pris rendez-vous avec un kiné. Contrairement à une activité physique de marche à pied qu'on pourrait faire seul et qui pourrait parfois sauter parce que on n'a pas le temps, parce qu'il pleut ou autre, on a rendez-vous avec le kiné, donc on y va. Et l'image de droite, c'est pour montrer que le kinésithérapeute, quand il est rencontré régulièrement, il peut avoir un regard sur vous, vos habitudes et repérer des choses qui peut alerter éventuellement. Et le kinésithérapeute de proximité peut se mettre en relation avec le médecin généraliste pour lui dire « j'ai remarqué que monsieur ou madame avait telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, ça permet d'avoir un professionnel de santé qui a un regard sur la personne que vous êtes avec la maladie de Parkinson. Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très important parce que en plus de se tenir droit, il m'a réappris à marcher correctement aussi. Donc, parce que moi, enfin, on s'en rend pas compte, on prend des habitudes, voilà, et en fait, ça influe sur la façon de marcher, sur la posture. Donc ça a été très important aussi. Et c'est votre kinésithérapeute qui l'a remarqué et qui a intégré ça aux exercices proposés. Oui. Cette diapo n'a pas vocation à être lue, c'est juste pour vous montrer que ce document provient de la Haute Autorité de Santé, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui élabore des plans de soins pour toutes les maladies. Et en ce qui concerne le guide du parcours de soins pour la maladie de Parkinson, vous voyez que le masseur kinésithérapeute est un professionnel de santé qui est concerné de façon systématique dans le parcours de soins des patients qui ont une maladie de Parkinson, mais pas forcément au début. Donc, quand des séances de kinésithérapie sont proposées par un neurologue ou par un médecin généraliste, c'est parce qu'il y a un besoin particulier. Je parlais, ça peut être des douleurs, des raideurs ou, comme pour Evelyne, la posture. Ce qu'on recommande la plupart du temps, dans ce cas-là, c'est de faire des séances regroupées. On peut faire 2 ou 3 séances par semaine, par exemple, ou 2 séances par semaine, mais sur uniquement une dizaine de séances. Et ensuite, on arrête d'aller chez le kiné, mais on peut faire des auto-exercices chez soi, en refaisant à son domicile les séances, les exercices qui avaient été montrés par le kiné. Et puis, 2 mois plus tard, on peut refaire un groupe de séances avec son kinésithérapeute et comme ça, alterner les séances chez le kiné et puis les auto-exercices que l'on fait à domicile. Ça permet d'éviter la lassitude. Il y a des personnes qui n'ont pas tellement d'atomes crochus, on va dire, avec les kinésithérapeutes. Finalement, apprendre chez le kinésithérapeute les exercices qui sont ciblés pour son besoin particulier. Ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, on arrête d'aller chez le kiné, on les fait chez soi.
quitte à revenir chez le kiné pour à nouveau faire une série de séances. Habituellement, c'est comme ça qu'on propose en début de maladie. Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé comme j'ai 2 kinés, puisque je vis sur 2 endroits différents. Et un des kinés qui m'a dit, bon, bah, vous faites bien les exercices tous les jours, donc là, bah, c'est pas la peine de, voilà, de refaire des séances, puisque de toute façon, voilà, vous le faites régulièrement. Bon, ça, effectivement. Donc, les séances, elles sont individualisées puisque c'est souvent sur un problème qui est bien ciblé et elles s'adaptent en fonction de chacun. Et donc, j'insiste sur le fait que chacun est différent. Chacun peut avoir des problèmes et réagir différemment aux exercices proposés par le kiné. La plupart, enfin, d'une façon plus générale, ce que le kiné fait en début d'évolution de la maladie de Parkinson, ce sont des étirements et des assouplissements. C'est un travail sur la syphose, c'est la courbure du dos dont parlait Evelyne tout à l'heure. Donc, c'est regroupé, les assouplissements et la courbure du dos. Les assouplissements se font également sur la courbure du dos. S'il y a des douleurs, eh bien, on peut faire des étirements et des assouplissements également, mais également, on a des appareils d'ultrasons, par exemple, qui permettent de diminuer les douleurs quand elles sont ciblées. De faire de l'entretien musculaire, puisque avoir plus de muscles, eh bien, ça permet de parfois limiter les douleurs. Et le rôle du kinésithérapeute en début de maladie, c'est d'aider le patient à organiser l'activité physique pour qu'elle soit incluse dans sa vie habituelle et normale. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'autres patients, mais en ce qui me concerne, ça fait des années que j'avais mal dans le dos, tout le dos. Et en fait, depuis que j'ai le traitement de dopamine, 90% des douleurs ont disparu. Donc, c'était pas le dos en fait en lui-même, c'était déjà probablement depuis 10 ans Parkinson qui se manifestait, mais je ne le savais pas. Donc, moi, je sais que la dopamine en traitement m'a amélioré d'une façon incroyable. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes symptômes. Si j'ai bien compris, Evelyne, vous avez dit que quand vous preniez le traitement par dopamine, vos douleurs de dos se sont estompées, c'est cela? Voilà. Les douleurs de tendinite ne sont pas passées, mais les douleurs de dos, c'est-à-dire cette espèce de tétanisation des muscles du dos, de l'ensemble du dos, ça c'est parti en fait. Donc bon voilà, en fait c'est Parkinson. Donc, c'était probablement, vous avez bien raison d'avoir repéré ça, c'était probablement des douleurs d'origine parkinsonienne. Oui, voilà. Bon, ça permet de trier les douleurs en fait. Oui, de trier les douleurs. Et oui, parce qu'on peut aussi avoir des rhumatismes comme tout un chacun. Là, on peut avoir la sciatique, on peut avoir, oui, ça c'est différent quoi, des pincements, etc. Juste un ou deux exemples d'étirements que l'on peut faire, en particulier avec les personnes qui ont une maladie de Parkinson. L'image de gauche, elle montre d'une façon très schématique ce qu'a envie de faire, entre guillemets, la maladie de Parkinson. Elle a tendance à posturer les personnes avec une flexion des hanches, flexion des genoux, une courbure du dos et également les mains, les bras un petit peu projetés vers l'avant ainsi que la tête. Ça, c'est ce que, entre guillemets, la maladie de Parkinson a tendance à posturer les personnes dans cette position. C'est ce qu'on appelle aussi quelquefois la posture du skieur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette appellation. On dit que parfois c'est la posture du skieur, quand on voit un skieur sur piste. Et donc, en kinésithérapie, eh bien, on s'évertue à faire tout le contraire en étirement, c'est-à-dire qu'on ouvre les épaules, on met la tête en arrière, on redresse le haut du dos, on redresse aussi le bas du dos, ça veut dire qu'on étire les hanches, on allonge bien les genoux et on fait un petit peu cette attitude qui est sur l'image de droite et qui fait un étirement un petit peu général de l'ensemble du corps. On peut le faire de façon plus ciblée pour les épaules et puis pour la syphose, notamment, j'aime beaucoup moi cet exercice que vous voyez à gauche, qui est dans un coin de la pièce, où on fait comme si on faisait des pompes, mais verticales et dans un coin de la pièce. D'accord.
Avec un kinésithérapeute, on peut aussi prendre ce bâton, le pousser vers le plafond et ensuite le passer derrière la tête. Ça fait un bon travail pour les épaules et pour le redressement du dos, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indication, bien sûr. Des exercices qu'on peut faire au sol. Au sol, nous voyons que on peut tout ce qui est à plat ventre au sol avec des rotations ou des élévations des bras, c'est quelque chose qui est très très recommandé. On peut aussi s'asseoir sur un ballon. On n'est pas obligé d'aller chez le kiné pour ça. Si vous avez un gros ballon chez vous, vous pouvez aussi vous y asseoir et essayer de vous grandir, comme si la tête voulait toucher le plafond, mais en étant assis sur un ballon. Et ce dernier exercice, qui est extrêmement classique, que connaissent tous les kinésithérapeutes. Pardon, Evelyne? Le chat. Voilà. Qui n'est pas propre à la maladie de Parkinson, mais qui est propre au dos et au redressement postural. Et que connaissent tous les kinésithérapeutes. C'est un classique. Autre chose que j'aime bien proposer, moi, dès le début de la maladie de Parkinson, c'est de se mettre au sol pour se relever. Et je dirais même qu'on n'a pas besoin d'avoir une maladie de Parkinson pour faire ça, parce que voyez-vous, moi j'ai des cheveux blancs, ça veut dire que j'ai un peu plus que 20 ans. Et quand on a un peu plus que 20 ans, eh bien, se mettre au sol et se relever, c'est pas toujours évident. Et donc, de façon à le faire de façon quotidienne, comme disait Evelyne, eh bien moi, par exemple, je mets mes chaussures en m'asseyant par terre. Donc le matin, je m'assieds par terre dans mon entrée, j'enlève mes chaussons, je mets mes chaussures et je me remets debout. Et quand je reviens chez moi, je m'assieds par terre, j'enlève mes chaussures, je mets mes chaussons et je me remets debout. Et voilà, moi qui ai les hanches moyennement souples, et ben voilà, je pense que si je ne le faisais pas 2 fois par jour, j'aurais plus de difficultés à me relever du sol, alors que je n'ai pas la maladie de Parkinson. Donc c'est pour tout le monde, ces relevés du sol. Et puis je propose là quelques exercices de marche, mais qui sont vraiment à déterminer par votre kinésithérapeute. On voit l'image de gauche qui peut être un enjambement régulier avec un allongement du pas. Evelyne, vous disiez que votre kinésithérapeute vous avait fait retravailler sur la qualité de la marche? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je marchais les jambes trop écartées, je n'allais pas assez, enfin, je n'accompagnais pas le mouvement suffisamment loin. Donc, on a travaillé sur la posture, en fait. Et c'est vrai que c'est très efficace. Et du coup, ça a un peu amélioré mes hanches, mes tendinites, là. Donc, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, libre à votre kinésithérapeute de choisir les exercices. Personne n'a de conseils à donner à un kinésithérapeute puisqu'ils sont tous formés pour la rééducation d'une personne qui a une maladie de Parkinson. Néanmoins, c'est vrai que la qualité de la marche, c'est quelque chose qui rend service et qui améliore l'équilibre également. On peut faire un rythme à gauche, vous voyez un rythme visuel avec la ligne au sol, et en dessous, on peut faire une marche rythmique avec un métronome. Et puis sur la droite, on peut faire des temps d'appui, un grand pas en avant, un grand pas en arrière, ou l'image du bas avec ce qu'on appelle un parcours de marche, avec un enjambement dans des cerceaux, enfin des choses un peu plus compliquées qui font à la fois des exercices de marche et des exercices d'équilibre. On a aussi un livret traitement par l'actifétiphilie dans lequel on peut retrouver pas mal de propositions. Donc, je le mets dans le chat, vous retrouverez le lien là pour nos spectateurs. Ce livret, il complète aussi, et puis ça peut permettre d'ouvrir l'échange avec votre kiné parce que tous n'ont pas suivi de formation avec l'association, donc parfois ils peuvent être un petit peu plus en difficulté. Donc ce livret peut aider à la discussion et l'échange. C'est ça qui est important en fait. Je pense avant tout, c'est de pouvoir entamer le dialogue avec le professionnel. J'aime beaucoup, Alix, pardon, Evelyne, j'aime beaucoup, Alix, ce que tu viens de dire, parce que lorsqu'un kinésithérapeute reçoit un patient qui
qui est au courant de ce qui lui est bénéfique et cherche à comprendre et à amorcer le dialogue, eh bien, le kinésithérapeute, parfois aussi, peut avoir une attention plus soutenue envers ce patient-là. Pour avoir été libéral pendant plus de 10 ans, je peux vous dire que c'est aussi agréable de pouvoir discuter avec son patient qui est un connaisseur qu'avec un patient qui se laisse faire. Donc, c'est vraiment intéressant que le patient s'implique comme ça dans sa rééducation. Je voudrais parler d'une activité physique qui est peu connue en France et qui allie la musique, le mouvement, la danse, la rythmique. Ça s'appelle la rythmique Dalcroze, Dalcroze. C'est suisse et en Suisse, c'est très largement pratiqué, autant à partir des enfants jusqu'aux personnes âgées, parce que ça améliore grandement l'équilibre et la motricité en fait. C'est c'est un peu difficile à expliquer comme ça. Enfin, vous pourrez aller voir sur Internet. Et donc, je fais ça 2 heures tous les 15 jours. Et ça permet d'être à la fois en groupe, à la fois des mouvements qui ne sont pas vraiment de la danse, mais beaucoup de coordination, et à la fois de la rythmique musicale. Donc, c'est très, très, très riche et pour le coup, aussi assez fatigant comme activité. Et pour finir, je vous ai mis cette photo qui est donc une photo de massage d'un dos. Evelyne en a déjà parlé pour demander votre avis. Est-ce que le massage du dos, c'est quelque chose qui est recommandé pour des douleurs de dos, des douleurs en particulier liées au Parkinson? Et la réponse, c'est que non. Evelyne en a fait l'expérience. Si les douleurs de dos, ou d'ailleurs, si ces douleurs sont provoquées par la maladie de Parkinson, le massage, non seulement n'apportera pas d'amélioration, mais il est possible aussi qu'il y ait une boucle réflexe et que le massage puisse provoquer une augmentation de l'hypertonie de ces muscles qui pourraient se sentir agressés. Donc, faites la différence entre une douleur d'origine parkinsonienne, comme Evelyne avec ses douleurs de dos, à différencier d'une douleur non parkinsonienne. Evelyne parlait d'une tendinite au niveau de la hanche, qui effectivement n'est pas une douleur parkinsonienne et qui, elle, peut mériter d'avoir des massages ou un traitement comme tout un chacun. Des ondes de choc aussi, j'ai fait. Oui, tout à fait, c'est indiqué dans les tendinites. Mais voilà, le bon gros massage du dos parce qu'on a des tensions dans le dos, eh bien, si ces tensions dans le dos sont améliorées par le traitement par dopamine, lorsque vous prenez vos médicaments, clairement, il ne faudrait pas que le kiné fasse de massage parce que c'est quasiment à l'encontre du traitement dopaminergique. Voilà, et les tensions pourraient revenir. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Je crois que tu en as terminé pour ta présentation. Tout à fait. Alors, je t'invite à retirer le partage d'écran si tu le souhaites. Et un grand merci, c'était très, très riche. Donc, je l'ai dit en préambule, hein, on parle aujourd'hui de l'intérêt de la kinésithérapie en début de maladie, puisque là, on s'inscrit dans le cadre du programme Pas à Pas avec Parkinson pour les personnes nouvellement diagnostiquées. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui est valable pour les personnes en début de maladie. Il y a beaucoup d'autres choses à dire pour les personnes dont la pathologie est plus avancée, et on retrouve pas mal d'informations sur notre site internet et le livret que je vous ai partagé en traite aussi. On n'abordera pas la question de l'orthophonie, parce qu'il y a eu une question sur ce sujet-là. On pourrait le faire, mais du coup, ce serait beaucoup plus long parce qu'il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Donc, on ne l'abordera pas aujourd'hui. Et puis, Christine est kinésithérapeute et pas orthophoniste. Par contre, c'est prévu qu'on fasse un webinaire sur cette thématique, justement, orthophonie en début de pathologie, avec un point d'interrogation. Donc, par rapport à tout ce que nous a partagé Christine, Evelyne, est-ce qu'il y a des choses, enfin quelque chose que tu souhaites rajouter, une question, peut-être des messages à faire passer aux autres personnes qui nous suivent en direct et qui nous regarderont en replay? Alors, je crois que tu avais, quand on a préparé le webinaire, une question à poser à Christine. Moi?
Oui, on en est parlé. Une des premières questions que tu voulais lui poser, c'était oui, mais trouver un kiné, c'est pas facile. Oui, et je dois dire que dans ma vie, j'ai eu un certain nombre de kinés, oui. Et là, les deux que j'ai trouvés, bon, bah, en fait, m'ont été recommandés par un rhumatologue. Enfin, c'est un petit peu un concours de circonstances. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment quelqu'un bon, bah, qui m'a aidé à me redresser, hein, puisque c'était quand même la grosse problématique de départ. Et là, malheureusement, il va prendre sa retraite. Et là, Mhm. du coup, je me trouve un peu démunie, donc il faudra que je recherche de nouveau un kinésithérapeute voilà, qui soit compétent dans cette pathologie. Mm. Donc, ça va nous permettre de lancer, Christine, je vais te laisser le temps de répondre, et puis bah, France Parkinson a aussi des éléments de réponse par rapport à ça. Ça laissera le temps, je l'espère, à notre audience de poser des questions. Pour rappel, c'est dans la partie questions Q&R, hein, où parfois c'est en anglais, donc vous pouvez regarder, c'est en bas de votre écran, et sinon vous avez enfin, vous pouvez tout à fait vous poser vos questions dans le chat ou d'espace discussion en fonction de la version de Zoom qu'on a. Christine, est-ce que je te laisse répondre à cette interrogation de tout ça Alors, cette après ta question vie? d'Evelyne, on l'entend souvent et malheureusement, on l'entend souvent. Euh, Tout d'abord, il faut savoir que tous les kinésithérapeutes sont formés à prendre en soin une personne qui a une maladie de Parkinson. Moi, je donne des cours de rééducation dans la maladie de Parkinson à l'école de kinésithérapie ici à Toulouse et c'est le cas dans toutes les écoles de kiné. Donc, tous les kinésithérapeutes sont formés, ils savent faire. Il y a effectivement plus d'affinité de certains professionnels vers certaines pathologies, mais quand même, ils savent tous comment s'y prendre. Alors, comment faire pour trouver un kiné? Un bon kiné, c'est d'abord celui qui n'est pas trop loin de chez vous, Mm. puisque on a parlé de séances un petit peu rapprochées, puisqu'on est en début de maladie de Parkinson, donc y aller 2 fois par semaine, il ne faut pas que le kiné soit trop loin. Donc, un bon kiné, c'est un kiné qui est assez proche de chez vous. Et comment trouver ce kiné? Eh bien, c'est vrai que le bouche à oreille est intéressant. Moi, j'aime beaucoup les pharmaciens parce Ah, que les pharmaciens de quartier, ce sont des gens qui connaissent très bien le tissu local au niveau médical, au niveau paramédical et qui entendent beaucoup de choses de leurs patients. Ils sont beaucoup à l'écoute des personnes qui viennent et très souvent, les pharmaciens même s'ils n'ont pas le droit de donner le nom d'un patient déontologiquement, ils n'ont pas le droit de donner le nom d'un kinésithérapeute. Pardon, j'ai fait un lapsus. Mais néanmoins, ils peuvent dire qu'ils ont entendu que 2 ou 3 ou 4 kinésithérapeutes dans les environs étaient bien appréciés de leurs patients. Voilà. En et donnant plusieurs noms, il n'y a pas de souci. c'est pas seulement la question, c'est la question qui sont surbookés. Alors, L'un, il y a en général des listes d'attente. Quand c'est oui, comme ça, il y a des listes d'attente. C'est N'hésitez ça, pas à tout le vous monde. inscrire sur liste d'attente. Ce qui est aussi possible de faire, c'est de partager l'ordonnance avec plusieurs kinésithérapeutes. ah, Comme tu le fais. Sur un cabinet libéral qui a plusieurs kinésithérapeutes, par exemple, vous pouvez faire une séance avec le kinésithérapeute et une autre séance dans la semaine avec un autre kinésithérapeute. Mm. Ce qui compte, c'est que le nombre de séances totales réalisées par les kinés correspondent à la demande initiale faite auprès de la sécurité sociale. Donc, il faut d'accord. que les kinés se parlent entre eux pour dire, moi, j'ai fait 3 séances, toi, tu en as fait 7, on arrive à 10, c'est ce qu'on a demandé auprès de la sécurité sociale, donc c'est bon. Mm. Mais une ordonnance peut être partagée. Oui, et je pense que c'est sur quoi tu insistes, le fait de connaître aussi le kiné, c'est important et c'est pour ça qu'effectivement, France Parkinson, les recommandations, c'est effectivement au démarrage de la maladie, on ne recommande pas une prise en charge kiné régulière au sens 2 à 3 jours, 2 à 3 fois par semaine sur une durée très très longue, mais effectivement plutôt de prendre contact avec un kiné pour faire le bilan et puis ensuite de partir sur ce que tu proposes, hein, des séances
concentré sur des courtes périodes. Et c'est vrai que déjà, même en début de maladie, aller repérer, prendre contact avec le kiné pour faire le point et déjà prendre le pouls de ce professionnel de santé, ça peut être intéressant. Et France Parkinson, alors tu le disais très justement, tous les kinés sont formés à la prise en charge de la maladie de Parkinson. Maintenant, c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a la formation initiale et puis après, on a besoin de réactiver aussi à travers la formation continue. Donc, c'est ce que France Parkinson propose pour les kinésithérapeutes. Donc, si votre kinésithérapeute ne connaît pas les formations qu'on propose, orientez-le vers notre site internet, ce qui va permettre, en fait, parce qu'aujourd'hui, on manque pas de kinés en France, mais effectivement, les kinés ne sont pas toujours très à l'aise sur la prise en charge de la maladie de Parkinson. Donc, on va plutôt essayer d'aller vers les kinés pour qu'ils soient plus sensibilisés, plus formés en ce sens. Et effectivement, bah, c'est les actions de France Parkinson en termes de plaidoyer pour que la prise en charge des malades de Parkinson soit optimale. Alors sur ce point-là, je vais mettre dans le chat l'adresse mail si les personnes sont intéressées pour avoir la liste des kinés. Donc je vais vous donner, il me faudra bien que vous nous précisiez votre département. Donc nous, on a quelques professionnels par département qui sont formés. Ensuite, on a une interpellation qui est plus une question. C'est donc Xavier nous dit qu'il est difficile de concilier activité professionnelle sur des activités professionnelles, j'imagine de bureau, plutôt sédentaire, et activité physique tous les 2 jours. J'irais même plus loin, concilier activité professionnelle, vie personnelle. Je pense aux personnes qui ont en charge une famille, qui travaillent. L'activité physique, elle est essentielle, elle est vitale, on l'a dit, mais c'est vrai qu'elle peut être compliquée à concilier avec une vie professionnelle. Alors, on entend de plus en plus parler des pauses actives au bureau. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as entendu parler? Christine, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui travaillent pour cette activité physique? Alors, évidemment, il faut l'adapter à chacun. Quand l'activité professionnelle n'est pas trop loin de son lieu de vie, il y a peut-être possibilité de se rendre à son travail, soit à pied, soit en vélo. On avait des personnes ici sur Toulouse qui se sont mises à aller travailler en vélo, à Airbus, puisque Airbus draine beaucoup de personnes, et faire une quinzaine de kilomètres en vélo matin et soir, même si c'était un vélo à assistance électrique, hein, eh bien, ça lui a changé la vie à cet homme-là. Et il a vraiment fait savoir aux autres personnes dans les groupes que j'organise. Et depuis cette activité régulière qui est intégrée sur son temps, de toute façon, il doit y aller au travail. Donc, intégrer le parcours vers le travail, c'est quelque chose qui est peut-être possible. Le temps entre midi et 2, alors, certains lieux de travail possèdent des douches, ce qui est quand même mieux. Mais aller faire une marche rapide se prendre 1 heure de temps, pour le repas de midi, eh bien, on peut faire 45 minutes d'activité physique et puis un sandwich devant l'ordinateur. C'est aussi quelque chose qui peut être organisé comme ça. Et sinon, ce qui est organisé en groupe, très souvent, c'est le soir. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui ont Dans les villages, il y a souvent des activités de gymnastique organisées et qui sont souvent extrêmement bien faites. Même si ce n'est pas par des kinésithérapeutes. Mais quand même, j'ai toujours vu que c'était bien fait, bien complet et tout à fait adapté aux personnes qui ont une maladie de Parkinson. C'est souvent le soir, entre 18 et 19 ou à 20 heures, et ça permet d'avoir une activité professionnelle en journée. En fait, finalement, ce que tu dis, c'est ce que tu as dit aussi dans la présentation, c'est qu'il vaut mieux faire mais régulier et la moindre petite occasion de bouger, elle doit être saisie et c'est mieux que rien du tout. Il y a peut-être aussi descendre d'une station plus tôt, du bus ou du métro, mais vraiment de pouvoir petit à petit finalement grignoter des espaces qui vont permettre de mettre en place l'activité physique.
peut-être quand on prend sa pause pour aller chercher un café, monter, descendre les escaliers, ou de se forcer finalement à faire des petites pauses de cet ordre. Voilà, merci, effectivement, mais tout ce qu'on dit reste des pistes à creuser, mais effectivement, c'est difficile. C'est difficile de concilier une maladie chronique avec une vie professionnelle quand cette maladie chronique nécessite un investissement sur des activités physiques aussi importantes. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a des pistes d'amélioration dans la prise en charge des malades et la reconnaissance dans le monde du travail. J'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir y répondre, mais on a Joël qui nous demande, est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser le peu de neurones dopaminergiques qui nous restent Non, avec une activité physique accrue? mais au contraire. La réponse, effectivement, c'est le contraire. Le fait de faire de l'activité physique, d'abord, les neurones dopaminergiques qui sont présents, ils vont fabriquer plus de dopamine, ils seront plus en forme pour fabriquer plus de dopamine. Et d'autre part, ces neurones qui existent, ils vont être plus forts, ils vont être protégés de leur dégradation, ils vont être protégés du fait de l'activité physique. Donc l'activité physique, elle protège les neurones qui sont présents et elle limite leur disparition. Surtout qu'en début de maladie, les neurones sont plus présents que quand la maladie évolue. Tout à fait, tout à fait. Il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a encore beaucoup et c'est pour ça qu'il faut les protéger en faisant de l'activité physique. Est-ce qu'Evelyne, tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à... J'avais envie de dire que les jours off, où on n'est pas en forme, eh bien, il ne faut pas se sentir coupable. Et si on doit se reposer, ben, il faut se reposer. Voilà, ça ira mieux le lendemain. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'enchaîner 3 jours de off, mais il y a des jours où voilà, tout est lourd et compliqué pour se mettre en route. Et puis, il faut accepter de se reposer. Oui. Je crois. Prendre le temps. Mais moi, même titre que la séance de sport, il y a un démarrage, il y a une réduction de l'activité, il y a des étirements. Le repos fait partie effectivement du bien-être global. C'est ça que le message que tu nous faisais passer, Christine. Oui, dans la journée, s'il y a un moment où on sent que ça peine, hein, bah, faut faire une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, minuter éventuellement, et après ça va mieux. Alors que si on force, bah, finalement, on s'épuise davantage, quoi. Enfin, c'est ce que je ressens avec l'expérience. C'est la raison pour laquelle nous, on recommande 3 à 4 fois par semaine d'activité physique, mais pas tous les jours. Il faut aussi se reposer. Oui. Est-ce que si on devait peut-être retenir un mot de ton intervention, Christine, et je vais poser la question à toutes les deux, un mot qui serait peut-être le mot de conclusion, parce que pour l'instant, on n'a pas trop d'autres questions, et puis je vois l'heure qui avance, donc peut-être le temps de laisser encore une ou deux questions s'exprimer. Est-ce que voilà, vous auriez un mot pour résumer tout ce qu'on s'est dit cet après-midi? C'est pas un mot, mais moi je dirais ne rien lâcher, quoi. Ne rien lâcher. C'est un groupe de mots, ça marche aussi. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher, ok. Il y a des jours où, bon, voilà, comme ça. Et qu'est-ce que tu fais, toi, les jours où tu as envie de lâcher? Je me repose. Ok, pour mieux repartir. Oui, mais moi j'ai tendance à faire tous les jours, en fait. Hmm. Donc je suis en train de réfléchir que peut-être, c'est pour ça que j'ai des jours off, parce que peut-être que par moment, certains jours, je m'agite un peu trop, et le lendemain, c'est le contre-coup, quoi. Mais bon. Alors, les plus grands sportifs, les grands footballeurs, les grands tennismen, tous ceux qui font du très haut niveau, ils ont tous un jour de repos par semaine. Oui. Mais un seul, les pauvres. Ah oui, mais c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Mais Oui, effectivement, ils ont, dans leur entraînement, ils ont un jour de repos. oui. Il faut que le corps accepte d'intégrer tout ce qui s'est fait dans les jours précédents, et ça passe par une journée de repos. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'activité physique et que le kiné, il y a
toute l'activité de la vie, Eh oui. on dort peut-être moins parce qu'on sort tard, ou enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on est plus ou moins up le matin, quoi. Donc finalement, ton mot, ce que tu retiens, Evelyne, c'est ne rien lâcher avec une petite astérix, mais se reposer de temps en temps. Oui. Ok. Ouais. Christine, qu'est-ce que toi tu aurais envie de garder comme message clé de... Alors, pour moi, le seul mot, ce serait régularité. Mhm. Est-ce que tu peux nous le commenter? Oui. Régularité de 3 à 4 fois par semaine. On fait ce qu'on peut, mais on le fait 3 à 4 fois par semaine. Et si un jour on n'est vraiment pas en forme, que c'est trop fatigant, eh ben, on va quand même marcher 10 minutes. Et c'est bien d'avoir marché ces 10 minutes. Oui. Mais on a fait quelque chose. Oui. Ça, c'est vraiment introduire dans sa vie quotidienne euh, une activité dynamique. Super. Ben, merci à toutes les deux. A priori, on n'a pas de questions supplémentaires qui arrivent. Donc, comme convenu, je vais le temps de remercier tout le monde. Hop, évidemment. Je voulais remettre la slide pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps de se saisir des informations concernant les contacts pour bénéficier des accompagnements qu'on propose dans le cadre de Pas à Pas avec Parkinson pour les personnes nouvellement diagnostiquées. Et donc, voilà, je vous la laisse quelques minutes. En tout cas, j'espère que les spectateurs auront trouvé des réponses et qu'on a été, on a démontré que la réponse, la question de départ qui était est-ce que la kiné en début de maladie est nécessaire? J'espère qu'on a répondu à cette question et apporté un peu plus de nuances. En tout cas, elle est essentielle s'il y a un besoin. Et il y a cette question de régularité qui, voilà, est questionnée. Qu'est-ce qu'on entend par régularité? Est-ce que c'est 3 fois par semaine sur des mois et des mois, ou plutôt ce que tu nous disais, Christine, de partir sur des séances concentrées sur des courtes périodes, aussi pour maintenir la motivation et l'engagement sur cette kiné qui peut s'inscrire après dans le temps. Il faut garder la motivation des personnes parce que ça, c'est important dans la maladie de Parkinson. Je pense que le quiz de départ nous a permis de nous mettre en mouvement sur ta présentation. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. C'était très riche. Merci beaucoup, Evelyne, pour ton apport aussi qui nous a permis d'éclairer et d'avoir beaucoup de profondeur et de réflexion et de partage sur ce que nous a apporté Christine. Je veux remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints pendant le webinaire. Et alors, je vois une dernière question. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un vélo et un tapis chez soi? Alors, je pense que toute occasion, c'est ce qu'on a dit depuis le début, est bonne pour faire de l'activité physique. Maintenant, tout dépend de est-ce que vous avez la place et les moyens financiers de vous équiper de ce matériel. Je pense surtout, Ça vous plaît? est-ce que ça plaît? Oui. Moi, j'ai un de mes kinés qui dit à partir de 65 ans, le vélo d'appartement, c'est un investissement indispensable. C'est son credo. Bon. Très bien, ce sera le mot de la fin. Investissez dans un vélo électrique. Alors, on n'a aucun lien commercial avec un vélo d'appartement. Ils existent pliables, hein, d'ailleurs. Ah, Oui. écoute, on aura tous appris quelque chose aujourd'hui. On a un participant qui nous remercie en disant que c'était très instructif. Écoutez, merci à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci, Alix. Et puis à une prochaine. Merci À très bientôt. beaucoup. Au Bonne fin revoir. de journée à tous. À Au bientôt. revoir. Au revoir.